Là-haut, Ouais. j'ai allumé la lumière et c'est la lumière de la pièce derrière qui s'est allumée plutôt que celle dans laquelle j'étais. Ah, j'ai vu d'accord. la lumière sortir de derrière la Ça piste. fait tintin. Et j'étais tout seul en Et là- haut, tout le monde était en bas ou couché, j'étais là. Et là, il y avait un Romaric Barru. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un passage secret à la Barreau. Ouais. Attention, attention. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un petit podcast sur Sens, ça faisait longtemps comme ça qu'on vous nous en avait pas proposé. Un podcast sur les solos, le solo, jouer en solo à Sens. Comment est-ce que vous préparez vos scénars solo ? Comment est-ce que vous jouez en solo à Sens avec des gens qui sont très concernés par le sujet ? Le premier, Antoine Foin. Antoine Foin, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de t'accueillir sur la cellule. Merci. Ouais, c'est vraiment un vrai plaisir. Alors, qui est Antoine Foin ? Antoine Foin, c'est un animateur de podcast, comme je le suis. Il anime un podcast qui s'appelle La Citadelle, Ouais. qui est un podcast qui existe depuis en réalité longtemps, mais dont le site internet est sorti il y a peu. Bah, ça dépend quand tu diffuseras ce podcast. Ce sera un des premiers... Attends, je te montre la grille rapidement. Ça devrait être le podcast du 31 octobre. Donc, il sera diffusé le 31 octobre. Bah, je pense que le site sera Disponible online. depuis 2 mois. Ouais. Ah bon. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je vous donne pas le site tout de suite parce que c'est pas encore sûr de l'adresse exacte. Ouais, t'es pas encore certain. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que la Citadelle avant qu'on rentre Eh ben, c'est... En fait, avec mes joueurs, on n'avait pas l'occasion de faire des débriefs de parties. Et moi, j'ai lancé l'idée d'enregistrer les débriefs parce que nous, il faut savoir qu'on enregistre toutes nos parties. C'est-à-dire les centaines d'heures de toutes nos parties sont enregistrées. On enregistre tout. en audio, ouais. Tout, ce qui se passe avant, après. Voilà, pour savoir ce qui a été dit. Tout le monde réécoute ce qu'ils veulent. Je mets tout sur un drive, sur Internet. C'est énorme. Et donc, on s'est dit, on va enregistrer nos débriefs. Puis après, on s'est dit, bon, bah, on va faire des podcasts, en fait. On va les monter, on va faire un site. Puis après, moi, j'ai eu l'idée de la Citadelle. Et La voilà. Citadelle en référence, bien sûr, au livre de Saint-Exupéry. Ouais. Voilà. Génial. Et du coup, vous avez enregistré énormément de podcasts de la Citadelle. Ça fait 2 ans qu'on enregistre, Voilà. déjà. Mais le site ne sort que maintenant, donc ça veut dire qu'a priori, vous avez beaucoup de podcasts d'avance, et donc, à mon avis, c'est un podcast qui va durer. Parce que souvent, quand il y a des nouveaux podcasts release qui sortent, ou des podcasts sur Sens, etc., qui sortent, on peut douter qu'ils durent extrêmement longtemps. Mais là, tu as des réserves pour pouvoir diffuser... Quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Je me suis dit, ah bah oui. Parce que généralement, en fait, on se lance dans le podcast, puis on diffuse, on enregistre, puis on diffuse le premier. Là, toi, tu as préparé le truc en amont en disant, bah non, on n'aura pas forcément... Ouais, bah pour pas être... moi, comme en jeu de rôle, hein, j'aime pas avoir un chrono au-dessus de la tête. Donc quand on joue, j'aime pas qu'on me dise, ouais, mais moi, je dois partir à 23h. Non, c'est mort. On joue pas s'il y a un chrono. Et bah c'est pareil avec les podcasts. Je m'étais dit, on enregistre. Quand on arrivera à 30 podcasts, on pensera à les diffuser un jour. Voilà, la Citadelle d'Antoine Foin. Nous sommes également pour ce podcast avec François Néron. François, ça va la pêche ? Ça va, la pêche, la banane, tous les fruits. Et tu es venu avec l'une de tes joueuses. Tout à fait. Tu es venu avec Alice. Alice, bonjour, ça fait plaisir de te rencontrer. Salut. Donc, alors, toi, Alice, tu as une expérience de Sens, somme toute, assez particulière. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu joues à Sens avec François ? C'est très intéressant. Alors, c'est assez récent, finalement, l'expérience dont tu parles, parce que notre table a plus ou moins explosé. En fait, je suis partie. En plein vol. Plutôt au début de Sens Néant. Et du coup, j'ai fini les 2 tiers de Sens Néant toute seule avec François. Et on a commencé KO aussi de la même manière. Donc, vous avez joué 2 tiers de Sens Néant en solo. Et le premier, on va dire, la première partie de Sens Chaos. Les 3 premières épreuves du livre. C'est, voilà, avec en solo, quoi. Ouais. Donc là, on est carrément face à une pratique. Et alors, j'ai vu plusieurs, sur le forum, j'ai vu plusieurs personnes commencer à faire cela, justement, à finir Sens en solo, en fait, à jouer entièrement le jeu en solo avec quelqu'un. Je vois Fabien dans le public. Tu sais que ça m'intéresse beaucoup que tu viennes écouter ce podcast. On va parler de jouer à Sens en solo. Donc Bonjour Fabien. Seul avec un joueur. Bonjour voilà. les auditeurs, Ça va, les auditrices. reste à traîner tes oreilles par là, je suis sûr que tu auras peut-être un témoignage à confier à ce sujet. Donc du coup, parce que j'ai joué avec Fabien à Sens en solo aussi. On a fait Sens Néant tous les deux un soir ou un week-end. On s'est enfermés dans une pièce et on a joué en solo. Donc je vais parler de Fabien en fait, moi, dans ce podcast, pas mal. Donc voilà. Et Alice joue à Sens en solo depuis le milieu de Sens Néant. Et elle est arrivée
à la 3e épreuve de Sens KO. Donc voilà, pour rapidement reprendre, Fabien, pour que tu puisses reprendre le fil du podcast rapidement. Donc on va parler aujourd'hui de jouer à Sens en solo. Et pourquoi on le fait et comment est-ce qu'en tant que meneur de jeu, on organise le solo et comment en tant que joueur, du coup, on le reçoit et on le vit. François, Alice, donc vous disiez qu'en fait, une des premières nécessités, c'est parce que là, à un moment donné, la table a explosé. Et du coup, t'avais envie, en fait, Alice, de connaître la suite, si je comprends bien. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu tout simplement lire les livres ? Je voulais aller au bout vraiment de la chose. Je voulais pas arrêter mon expérience là et passer à une autre relativement différente sans avoir vécu la fin. C'était hors de question, en fait. Ouais. Et tu lui as proposé, François, j'imagine, et elle a dit non. Et... ça m'est pas venu. C'était pas. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. C'était pas le sujet. En général, effectivement. Les gens disent alors, t'as qu'à lire les livres. C'est pas ma première table qui explose, voilà. En général, ce que j'ai fait, c'était de raconter rapidement la suite, donner quelques choix éventuellement et de faire la chose très succinctement pour qu'ils aient pour que le joueur, c'est ce qui est arrivé avec Garrick, ce qu'on entend aussi dans ses micros régulièrement. Ouais, Garrick était un de mes joueurs. Lui, la table a explosé à l'entrée de Néant et il a eu droit à un résumé de ce qui se passait, aux choix importants. Il a fait les choix importants. Je suis ainsi raconté vite fait Néant et KO. Et après quoi, il s'est mis à lire. Ici, Alice voulait vraiment continuer le jeu, donc on continue, voilà, ça marche. Et puis la table de Garrick, c'était du coup avant, et j'avais eu ce retour-là déjà, et je voulais pas faire ça, clairement. Je le comprends. Mais moi, je l'ai fait à 2 reprises, donc première fois, pareil. Une table qui explose parce que les gens partent aux 4 coins de la France. J'ai joué avec des ingénieurs du son, en gros des étudiants en école audiovisuelle à l'ESRA à Rennes. Et donc tout le monde est parti sur divers projets, divers films, etc. Il y en a qui sont partis dans le bout de la France. Et donc du coup, ça s'est arrêté et on a fini la campagne comme ça, pareil, avec un joueur, j'ai fini la campagne. Mais alors toujours dans le but de réintégrer ce joueur dans une campagne principale, on va dire. Et avec Fabien, c'était encore différent, c'est qu'il avait été anéanti. Il avait joué avec Frédéric Sintès. Ils avaient fait une partie de Sens Néant. Non, je me trompe, Fabien ? Vous aviez été avec Frédéric Sintès ? On avait effectivement joué une première partie où on avait été anéanti, effectivement, parce qu'on jouait avec Fred et Christophe Guillaume Beuclé. Et effectivement, on avait été anéanti parce qu'on a été tout de suite allé s'opposer à Classis en disant non, quel est cet odieux du jeu dirigiste ? Voilà, c'est ça, je veux transformer le monde et tout. Et transformer le monde, c'est transformer le jeu. Je veux empêcher Azilis de mourir et tout. Pardon, je sais plus si on est en... Si, c'est bon, elle est encore une fois, elle est rendue au milieu de Chaosmo, donc tu peux y aller sur Sens Néant. Et donc, on avait joué ça, et en plus, je sentais déjà que Sens Néant, ça allait être mon préféré. Et j'étais aussi un peu jaloux parce que tu donnais plein de secrets à Adrien et j'étais là, non mais moi aussi je veux connaître des secrets de Sens Néant, de Sens en général d'ailleurs, et tout. Donc je t'avais poussé à me faire jouer à Sens Néant, et donc on a joué Sens Néant à pleine vitesse, mais vraiment à pleine vitesse. Et puis on a abordé les grandes thématiques en fait du jeu en une soirée, une soirée vraiment. Et puis je me souviens que je jouais un personnage, bon, et puis c'était très spécial aussi parce que je jouais un set entra qui était vraiment comme moi je vois les set entra, c'était vraiment comme des concepts, et que par exemple mon personnage est un set entra de terre et qui voyageait non pas avec ses petits pieds, mais en se plantant à un endroit, et puis il faisait des graines, les graines étaient emportées par le vent. Voilà. Et se replantait plus loin, et puis donc la partie a duré une soirée, mais en réalité le temps que l'arbre pousse et fasse ses fleurs et que Fabien se déplace, la partie a duré probablement plusieurs millénaires. Donc c'était très spécial, comme c'était une expérience dont je garde de très bons souvenirs. Je me souviens qu'à la fin ça pétait des culs dans tous les sens, où j'étais devenu une espèce de semi-dieu qui rushait. Et alors le jeu était encore en playtest, donc en plus moi-même j'étais encore en phase de test, donc j'étais extrêmement permissif à ce moment-là. Je me souviens qu'après on avait refait une partie sur Poitiers, et tu me regardais en disant mais c'est pas mon Sens Néant, c'est pas le Sens Néant. Tu te sentais trahi parce que j'avais commencé à cadrer un peu plus les règles en fait. Tiens, c'est marrant, ça me revient, mais j'avais écrit aussi un scénario que je t'avais fait jouer. Oui, tout à fait. Le scénario avec Fascination. Oui. Celui qui essayait de sauver les Setentras de la disparition en
en les transformant en statues. Je sais pas si tu te souviens ça, on avait fait un scénario je me solo. souviens, Et dans c'est le- suite à c'est ce scénario solo, je crois que tu as revu les mécanismes de confrontation. D'accord, ouais. Que tu as fait différents niveaux de confrontation. Parce qu'on allait direct. On allait direct au clash avant. Ouais, voilà, exactement. au début, on allait direct au clash. Et puis finalement, on a trouvé une solution où c'était. Je sais plus quelle est la solution actuelle. Un dialogue, une comparaison des runes, comme dans Voilà, l'autre c'est ça. sens en fait. Et Exactement, après, tu peux aller, si tu veux vraiment aller vers la destruction tu du peux personnage. aller de au façon- duel de l'arme. Au duel de l'arme, voilà, c'est c'est ça. ça, exactement. Ouais. Donc, Parce il que y avait, dans la première version, on allait directement au duel de l'arme. Ouais. Et donc tu rencontres un mec, il te cherche des embrouilles, et puis bam, tu lui exploses la tête à un coup de bombe atomique. Quoi. Ça allait trop. Ouais, c'est un peu trop violent. Quoi. C'était beaucoup trop violent, effectivement. Donc oui, on avait fait ces deux parties-là. C'est marrant en fait, je me rends compte que j'ai écrit plein de scénarios pour Sens, mais oui, et des solos en plus. Oui, que j'en ai publié C'est assez pour ça peu, que en je fait. dis, c'est intéressant que tu débarques dans ce podcast. Il faudra quand même qu'on fasse jouer un Source Orgone, que je fasse jouer à Source Orgone un jour. Et il me semble que l'épreuve de Sens Création que tu avais créée, c'est un jeu en. Ça se joue à plusieurs. Sens Création, le fragment Sens Création que j'ai écrit se joue à plusieurs. Mais il peut se jouer à 2. D'accord, ok. Ok, tu m'avais parlé d'un autre projet qui se jouait tout seul. Alors c'est encore plus extrême. Mais... Ah oui, Voilà. Ça c'est pas du Sens. Ça c'est du Fabien Hildwein. Du Fabien Hildwein. C'est du projet Babel. Même si, teaser. Non. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Donc, rapidement, pour dire, voilà, une des raisons pour lesquelles on fait un solo, c'est qu'en réalité, il y a une table qui explose et qu'on doit continuer. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Et puis, il y a un autre type de solo, c'est le solo qu'on fait pour développer le personnage d'un joueur en particulier, etc., et le réintégrer à la campagne. Ça, vous en avez fait aussi. C'est ce qu'on appelle aussi communément les interparties. Les interparties, voilà. Mais des interscénars, on en a fait beaucoup dans Mort. Les interscénars, les interparties, on en a fait beaucoup, surtout dans Mort, effectivement. Mais par contre, ils sont pas forcément solo. On en a fait à 2 aussi. Enfin, à 2 joueurs et un MJ, j'entends. D'accord, ouais. Très bien. Et alors là, comment est-ce que tu les organises, toi, tes interparties ? Pourquoi est-ce que tu fais des interparties ? Alors, le but des interparties, un des buts primaires va rejoindre l'autre raison au niveau des explosions des tables pour jouer continuellement après, c'est quand on a une partie de la table qui est beaucoup plus disponible qu'une autre partie de la table qui veut jouer, et puis où on a envie de la faire jouer, et du coup... Je vois Alice qui regarde. Du coup, on va leur faire des scénars qui sont des scénars secondaires, optionnels, dont le manque ne se fera pas souffrir les autres, mais qui permettent de leur apporter plus, de creuser des aspects qui ne sont pas forcément très bien creusés dans le scénar principal, d'aller voir des nouvelles familles de nobles, des nouveaux enjeux, tout ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas de secrets dans les interscénars. On peut découvrir des secrets, on peut avoir des pistes qui permettent d'aller creuser les bonnes choses dans les scénars principaux pour pouvoir trouver les secrets par la suite. C'est aussi beaucoup ça que j'ai essayé de faire. Alors, je ne sais pas si c'était avec beaucoup de succès. Oui, effectivement, si ça a marché, mais il y a eu quelques secrets qui étaient des secrets. Enfin, je pense à l'histoire de Météore. Oui, non, on peut spoiler, je pense. Oui, tu peux y aller à fond. Encore une fois, c'est un podcast qui est réservé pour les meneurs de C'est en interscénar que ça a été révélé. Oui, mais c'était en interscénar duo. Et Albion. Et quant au secret des meurtres des parents, c'était en interscénar solo. Oui, alors le meurtre des parents par Météore, c'était dans un interscénar, mais ça c'est particulier, c'est parce que ton personnage est en couple avec Météore, et du coup il l'a confié en premier à celle avec qui il était. Ouais, j'ai eu la même chose à ma table. Bon, moi je peux pas faire de scénar solo avec ma table actuelle, mais on fait quand même des petits interscénars dans les couloirs, parce qu'on joue, quand on se réunit, c'est pour un week-end entier. Donc je peux pas juste dire à un joueur, je joue avec toi et les autres attendent dans l'antichambre, c'est juste pas possible. Donc on essaye de faire les interscénars en discutant rapidement. Enfin, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc avec Météore, il y a souvent ce secret-là. En fait, c'est souvent un secret qui est divulgué dans des scénars solo, en fait, de par la nature du truc. Est-ce que toi, Antoine, tu fais des scénars solo avec tes joueurs ? Oui, énormément. On fait des solos, on fait des duos, on fait des trios. Comment ça se passe ? Comment vous le faites ? Ah, des trios. Alors, toi, tu as une expérience du solo qui est géniale. Je veux à tout prix que tu nous en parles. En fait, c'est juste un solo qui part en duo, en trio, parce qu'il y a des disponibilités. Donc, la star du trio ou duo, ça sera tel joueur, parce que c'est censé être son solo. Les autres ont déjà fait leur solo. Mais les joueurs vont se greffer au solo du joueur restant. C'est génial, ça. Et vont vivre les aventures. Quand il m'a parlé de ça, j'ai fait faut à tout prix que tu nous en parles. Parce que, en gros, tu dis, ce joueur-là,
ce sera la star aujourd'hui. En fait, vous êtes dans son solo. Les autres peuvent intervenir. Bah, ils sont là, ils jouent. Ils sont là, ils jouent. Mais C'est un peu comme un Alice. chapitre de Perdu sous la pluie, quoi. T'as un qui est vraiment Ouais, au centre, c'est ça? Ouais. Ouais. Je réfléchis là à C'est- des moi, trios, c'est la première fois que je vois ça. Hein. J'entends parler de ça. Hein. De définir un contrat social comme ça en disant parce que par exemple, on a en tête des séries là qui nous viennent en tête, tu vois, des Naruto, des trucs comme ça. Ouais. On a souvent des épisodes L'arc comme personnel. ça. Voilà, un arc personnel et Ouais, les c'est autres ça, sont hein, là c'est quand vraiment même. ça. Là, par exemple, il y a un personnage Antoine. qui s'appelle Van Callan, qui en gros devient entre guillemets président de la Terre par intérim pendant 1 mois. Bon, c'est un échec total. C'est la guerre, quoi. Il n'arrive pas à gérer. Désolé. Hein. Excuse. Il aura que toute la il aura mais- tous les podcasts de la Citadelle Pour pour s'en répondre. défendre. Et il va le Et faire. pour répondre. Voilà. Et donc c'est son solo, c'est-à-dire c'est le moment où il arrive, c'est la liesse à Sydney après la libération de Berlin, et il y a un attentat terroriste, des poches d'Omicron qui font un attentat, et tout ne se passe que c'est lui le héros de ce solo-là, mais les autres Ils sont là quand même. vivent l'aventure avec lui. Mhm. Et ressentent, je pense que ça s'est bien ressenti, on en a fait des briefings enregistrés, des podcasts. Il y a vraiment un personnage principal, quoi. Ouais. C'est... Ça me fait penser aussi un peu à le Marvel, comment tu dis déjà Le François MCU, le Le Marvel MCU. Cinematic Universe. Voilà, c'est ça, où tu as On des a, films ouais. consacrés à certains héros, tu vois, ce serait le scénar Mhm. solo de Iron Man, par exemple. Mais où C'est- peut y avoir les autres qui sont là Et éventuellement. ils sont là éventuellement, mais il y a les Avengers. Et les Avengers, c'est le moment où tout le monde est ensemble et effectivement on résout les conflits. Et donc les Avengers, ce serait le scénario principal de Sens, en fait. Et les scénars solo, ce serait les one-shots. les solos, après on a fait régulièrement beaucoup de solo. Hein. C'est assez rare quand même les duos trios, ils en ont quelques-uns à leur actif, mais on fait principalement que des solos. Hein, en Attends, général. c'est-à-dire que ta campagne. Nous on fait un solo entre chaque épreuve. C'est la base. Pour tous les persos. Pour tous les persos. Ouais, c'est. Waouh. Solo ou duo. Et ça fait combien de temps que vous jouez? Ça fait 3 ans. Et là on commence en SNER. Et vous jouez à quel rythme? Ça dépend. Au début, c'était assez long, mais on était 4. Là, on n'est plus que 3. Et parce qu'il y a la 4e joueuse, c'est elle qui nous ralentissait un petit peu. Désolé, Julia. Parce qu'elle n'était pas Mais c'est souvent vrai. disponible. Et tout Elle ça. travaille la nuit, donc moins dispo. Ouais, d'accord. Ouais, notre sens mort, on n'en est pas si loin, en fait, de ça, finalement. Mais ça va vite. Hein. Puis c'est des gros solos, les solos de 6 heures. Hein. C'est des vraies sessions. Voilà, on joue, quoi. Alice, tu dis que tu as le même rythme de jeu, c'est pareil. Sur Sens Mort, sur on a Sens fait ça. Mort, pas sur Renaissance, et du coup pas non plus sur Néant, mais sur Sens Mort, oui, on n'en est pas loin. Et après, ça dépend de la Pas disponibilité pour tout d'une le monde. moitié de la table, mais tu avais presque deux interscénars ou des interscénars duo entre chaque grosse partie. C'est très important dans le sens mort, je pense. C'est Antoine. vrai que Faire. dans Sens Mort, j'avais un interscénar entre chaque grosse partie pour Alors, 2 de mes joueurs, pas les 2 autres. Pourquoi, dans Sens Mort, l'interscénar est aussi important? Qu'est-ce qui fait que vous le faites pas dans Sens Renaissance ou vous le feriez moins dans Sens Renaissance que dans Sens Mort, par exemple? Pourquoi? Parce qu'ils sont emprisonnés sur Séléné un petit peu. Parce ils qu'ils sont indépendants. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils sont en Avant ils ça, sont en dans roue Sens- libre. en fait, dans Sens Renaissance, on a vraiment une équipe qui est envoyée en mission, qui fait des missions. C'est une équipe ensemble et ils font leur mission ensemble. Dans Sens Mort, on a des individus qui sont arrivés, qui sont sur Séléné. De temps en temps, il peut y avoir une mission à faire avec Phil Longfinger qui dit qu'il faut aller faire un truc dans un coin, ou Chrysaor qui dit qu'il y a un truc à faire dans un coin, mais dans l'ensemble, chacun fait sa vie et ils sont plus dans une vie où c'est la vie tranquille à Aqua City, où certes on va faire là, à ce moment-là des interscénars un peu pour placer le décor dans Sens Renaissance, ça peut être intéressant tout de même. Dans Sens Mort, c'est des interscénars où ils vont faire une vie sur Séléné, où ils vont essayer de changer des choses, où leur vie personnelle dans les différents fragments est déjà en soi un acte contre le système ou de chute personnelle dans le système, enfin quelque chose qui a une importance en tout cas à jouer. Donc c'est pour ça que je pense que dans Sens Mort, ça peut être plus important de jouer ces choses-là. Dans Sens Renaissance, on a l'histoire d'une équipe de personnages, alors que dans Sens Mort, on a l'histoire d'une équipe de personnages. Tu vois. Dans un premier cas, on insiste sur le mot équipe, on a une équipe de personnages. Dans l'autre, c'est on a une équipe de personnages. Et donc, du coup, on va insister sur chacun des personnages pour voir comment ils reviennent. C'est aussi ce qui va permettre de leur créer des conflits.
Et puis, il n'y a pas de mission, tu as raison. Il y avait l'autre élément que tu as signalé, c'est qu'il n'y a pas de mission dans Sens Mort. Ils sont livrés à eux-mêmes. Un petit peu quand même. Des fois, ils sont envoyés tous ensemble à un même endroit. Pour faire des exorcismes de quadrilla en général, c'est qu'il y a une mission globale autour. Alors après, il y a ceux où c'est des scénarios qui peuvent être faits par le maître de jeu indépendamment. Donc typiquement, moi je prendrais Vaniteux comme exemple, mais Vaniteux c'est pas dans le livre, donc c'est spécifique. Mais moi, Vaniteux, c'est une mission qui est confiée par Chrysaor à l'équipe d'aller sauver quelqu'un. Donc l'équipe y va. Et par contre, celui qui est dans le bouquin, qui est un exemple de ce genre-là, c'est Réverbère. Réverbère, toute l'équipe y va. C'est une équipe. Ouais. Ils accompagnent Longfinger et Chrysaor. Ouais. Là, il n'y a pas photo. Ils y vont tous ensemble. Dans le fait déjà qu'il y ait 2 PNJ en plus d'un personnage, et forcément des Dans Sens Mort, du coup, on peut faire des exorcismes en solo. Ça doit être une possibilité. Ouais. Bah, avec beaucoup de PNJ, c'est possible. Je trouve ça quand même très triste pour les autres joueurs, pour le coup. Alors, moi, j'ai eu une expérience où il y a. Alors, c'était pas un scénar complet, mais juste l'exorcisme de Géographe. Je crois que Garrick m'en veut encore. Alors, Simplement parce que son personnage n'était pas dans la scène de l'exorcisme, parce qu'il était dans l'épreuve, il a fait le scénario, tout ça, mais à ce moment-là, son personnage était coincé en train d'essayer de sauver Sémiramis, je crois. Les autres sont passés dans le rebond et exorcisé le géographe sans lui. Et lui, il avait des milliers de questions à poser au géographe. Les autres ont exorcisé le géographe sans discuter avec lui. Il en a gardé une frustration qui fait que maintenant, jamais j'exorcise un quadrilla sans que tous les PJ soient là, quoi. D'accord, ok. Alice, donc j'allais te demander, même côté joueuse maintenant, est-ce que tu trouves qu'il y a un sens qui se prête plus au scénar solo qu'un autre ? Ou pas, ou toi tu dirais non? Du coup, moi les interscénars dans Sens Mort, en fait c'était nécessaire aussi pour le rythme de jeu déjà, puisqu'on avait des, alors pas autant que la table du coup que tu as l'air d'avoir maintenant, hein, c'est pas un week-end tous les voilà, mais voilà, avec notre table, les rythmes étaient déjà un peu décousus quand même, et avoir les interscénars, ça palliait aussi, ça permettait de rester dedans. D'accord, ouais, ok. Fabien, tu veux intervenir? Oui, moi j'ai jamais joué quand, dans les 2 campagnes de Sens que j'ai fait jouer, c'est-à-dire Sens Néant avec Morgane et Maxime, et puis une autre campagne de Sens qui s'était arrêtée au milieu de Néant. J'avais pas fait jouer de scénar solo, mais je me souviens que la deuxième campagne, quand on était dans Sens Mort, ça aurait été très facile effectivement de faire des quantités infernales de scénar solo, parce que il y avait des thématiques du jeu qui s'y prêtaient beaucoup plus. Alors, par exemple? C'est-à-dire que dans Sens Renaissance, tu te débrouilles pour que les PNJ créent plein de liens. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que dans Sens Renaissance, c'était plutôt une équipe une équipe, alors que dans Sens Mort, l'unité, quoi. On touche beaucoup plus aux personnages eux-mêmes, et on peut introduire de la tragédie en faisant souffrir les personnages. Moi, j'ai fait souffrir les personnages tant que je pouvais. Les personnages auxquels ils étaient liés, en fait. Pas les personnages eux-mêmes. Mais je veux bien leurs liens, en fait. Et là, c'est aussi une des mécaniques de Sens Mort qui donne envie de faire des solos. C'est cette mécanique de lien qui apparaît dans Sens Mort, et donc qui donne de l'importance au personnage en tant que tel. C'est pas l'unité qui est liée, c'est chaque personnage qui est lié à un autre. Dans ma version de Sens Mort, parce que c'est toujours il torturait le renard. Enfin, l'Omicron torturait le renard en le découpant, et puis enfin... et il y a même des moments où en fait l'équipe est partie à l'assaut de vaisseaux de l'Omicron qui patrouillaient autour de la Lune, spécifiquement pour délivrer. Enfin, ils sont partis en scénar solo tout seuls, quoi. C'est-à-dire, ils ont dit fuck la campagne, fuck l'exorcisme des quadrillas, et puis ils sont partis. Ils ont fait leur truc de leur côté. J'ai l'impression aussi que la tragédie ou le drame ne peut être qu'individuel. La tragédie collective, ça a du sens. Aujourd'hui, peut-être le réchauffement climatique est notre tragédie collective, mais ça n'a pas de... ça stresse pas, ça se peut pas se traiter de la même manière. Ça marche pour les personnages auxquels tous les personnages de l'équipe sont liés. Ce qui peut arriver, ce qui est forcé pour certains personnages, notamment Soren. Ouais. Donc Soren, effectivement, ça va être une tragédie collective, mais... Bon, encore que certains personnages peuvent décider d'en avoir rien à faire, mais c'est spécifique. Et tu vois, le canon de la tragédie, c'est plutôt un personnage, un héros qui souffre. Mais tout à fait. Sur la souffrance, Valentin me faisait remarquer que très souvent, c'est beaucoup plus facile d'être le personnage qui souffre
plutôt que d'être le personnage qui est à Qui côté fait du personnage. souffrir. Ouais. Non, pas qui fait souffrir, qui est à ok. côté du personnage qui souffre. Ah oui. C'est-à-dire que dans une partie de jeu de rôle, si à un moment le scénario dit OK, qui veut se sacrifier pour le monde, tout le monde est là, moi. Parce que c'est pas très difficile de jouer le héros, surtout qu'en plus on sacrifie la vie d'un personnage fictif, donc à la limite c'est moins important. En revanche, être à côté de la personne qui va se sacrifier, ou j'avais un personnage qui avait dans Sens Mort, un personnage qui avait une quantité phénoménale en mort et qui avait une tumeur au cerveau. D'un seul coup, ça faisait que la souffrance, c'est plus... Enfin, quand tu assistes à la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile en jeu de rôle. Hein. Dans la réalité, c'est tout aussi... de même, c'est très compliqué. Qui fait que ça renforce beaucoup plus cette difficulté-là. Donc j'ai l'impression que si tu veux faire du drame et si tu as envie de faire du scénario solo, c'est plus intéressant de travailler le drame à partir du scénario solo, effectivement. Ouais. Dans le sens où, à ce moment-là, tu peux te concentrer sur le fait qu'il y a il y a un PNJ qui souffre, et il suffit que ton PJ soit lié à ce PNJ qui souffre. Et exactement, comme le disait François, si tu veux travailler cette question du drame, c'est plus facile quand c'est un personnage qui est extérieur au groupe, parce que sinon il n'y a pas le phénomène que je disais tout à l'heure du personnage sacrificiel, qui finalement devient le héros en fait de l'histoire. Frédéric a cette phrase, il dit le héros c'est celui qui souffre. Hein. Tout à fait, voilà. J'aime beaucoup. Et donc, si tu veux, j'ai l'impression que tu peux avoir du drame, mais il faut que tout le monde soit lié à un personnage qui souffre et qui n'est pas un PJ. En tout cas, c'est beaucoup plus fort comme ça. Je le formulerai comme ça. Et donc, à partir de là, tu peux... Et donc, c'est pour ça que le drame, effectivement, c'est plus facile, je dirais, en scénario solo. Parce qu'il suffit d'avoir d'un seul lien. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté... quand on fait souffrir un personnage, les autres à côté, enfin c'est pas ça. Alors attends, plus exactement. Quand on offre une histoire intimiste à un personnage dans un scénario de jeu de rôle classique, les autres à côté, ils sont un peu spectateurs. Je risque le mot, ils se font un peu chier, quoi. Ils attendent que... Non. Ou bien, il y a un côté voyeur. Oui, ce qui est pas beaucoup mieux. Tu vois. C'est plutôt malaisant, en fait. Voilà. Ça, vous avez déjà ressenti ça, par exemple, quand vous faites des scénarios collectifs et que vous mettez en valeur un peu une histoire d'un des personnages et que les autres se font un peu suer en attendant. Ça vous est déjà arrivé dans des scénarios de jeu de rôle classiques, dans Sens ou ailleurs? Moi, ça m'est arrivé, en fait. Moi, j'étais happé dans le scénario, dans le podcast, hein, donc je fais ce que je veux ici, mais je peux te parler de Blistage, par exemple. Ouais. Blistage, j'ai eu effectivement des parties dans lesquelles je jouais avec 2 autres personnes, et les 2 autres personnes développaient quelque chose de très très intime, de très très fort, et tu te sentais un peu comme la personne qui tient la chandelle, quoi. Enfin, tu vois. On a eu l'occasion d'en parler le mois dernier avec. Donc là aussi, si tu veux, et c'est pour ça que moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux à 2, c'est que justement, c'est une relation 1 à 1, et que cette relation 1 à 1 permet de creuser beaucoup plus l'intimité. Alors que dès que tu es à 3, 3 c'est intéressant aussi comme dynamique. Hein. Vraiment, c'est intéressant, mais il y a vraiment un changement radical quand tu passes de 2 à... Alors justement, je vais me retourner vers Alice. Toi qui as vécu Sens à travers une campagne jouée collectivement et maintenant qui vit la campagne à travers finalement un scénario solo continuel, est-ce que tu sens une différence ? Est-ce que tu sens une intensité différente ? Et si oui, laquelle ? Et qu'est-ce que tu penses que ça a changé en fait dans ton appréhension de l'univers, de ta manière de jouer ton personnage, etc. Alors Alice. Alors pour Néant, en fait, à ce moment-là, c'est un peu dur peut-être, mais c'était une libération de plus être avec le reste de la table. Vraiment. Parce que, à cause de raisons personnelles et à cause aussi de manière de jouer. Ça ne correspondait pas à la façon dont tu avais envie de jouer à Néant. En fait. C'est ça. Et au final, j'ai eu des bons gros problèmes au début pour rentrer dans Néant. Vraiment, j'avais du mal, j'étais accrochée à mort et il fallait me traîner et je m'agrippais à Sens Mort. Vraiment. Et alors que, en fait, Sens Néant a... Enfin, j'entendais du coup Fabien qui disait tout à l'heure vraiment en concept, et je sais que l'image et que l'aspect physique et matériel finalement est pas tant là. Pourtant, c'est un truc qui pour moi résonne en dessin. C'est du dessin, quoi. Enfin, oui, c'est... J'ai fait des études de dessin, donc c'est très particulier et j'arrivais pas à rentrer dedans, c'était une immense frustration. Et en fait, à partir du moment où j'ai
eu les problèmes de la table réglés, mais c'est passé comme sur des roulettes, quoi. D'accord, ok. De l'autre Donc côté, en fait, c'est quelque chose que tu pouvais appréhender que seul, en fait. Et Il y a aussi des aspects dans la diégèse qui ont beaucoup changé au même moment. Parce qu'on est passé de la phase où vraiment les golems d'Azilise sont au service d'Azilise à une phase où tu as radicalement changé ce que tu faisais. Faut voir qu'on a aussi une table de néant où les golems ont, au moment de la cathédrale de l'ombre, dans la lecture de l'arme d'Azilise, à la sortie, ils ont réussi à coincer les acides. Et à partir de là, la campagne a vraiment changé de cap. Parce qu'ils n'ont pas voulu partir. Ils ont voulu profiter d'être à l'intérieur de la cathédrale avec les maîtres de l'ombre à côté parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Melbus et Cumulonimbus. Ils ont même forcé Cumulonimbus pour qu'ils viennent se défendre à rentrer dans la cathédrale. À ce moment-là, au fil de la discussion et des débuts de confrontation qui n'ont pas vraiment été joués comme des confrontations, mais où le sentiment était bien là que c'en était, Melbus a réussi à convaincre le golem de lumière de le ramener par la porte de transfert à Miroir parce que lui il était innocent, et par contre Cumulonimbus a été démasqué comme étant l'assassin de Savane. Indales l'a tué, enfin brisé, et à ce moment-là les golems sont partis avec l'Alizé, Azilise et la pierre du désespoir absolu. On avait le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. D'accord, ok. Donc à partir de là la campagne prend un chemin différent. Oui, c'est sûr. Ouais. Et au moment où c'est pas tout à fait là que donc Alice s'est séparée du reste de la table, c'est arrivé un peu plus tard quand les acides ont retrouvé les golems et leur ont fait pression pour récupérer la pierre. Et à ce moment-là, les golems, enfin dans l'histoire reprise par Alice, à ce moment-là, le golem contrôlé par Alice donc s'est mis du côté des acides. Ouais, alors ça. Vas-y Alice, je t'en prie, tu voulais ajouter quelque chose ? Vas-y, non, c'est juste, j'allais dire, ça c'est une des raisons aussi qui font qu'on fait du scénar solo dans ce sens, c'est qu'il y a des tables qui explosent. Et pas au sens de les joueurs n'arrivent pas à se rassembler, pas à ce sens-là, mais vraiment les personnages ne peuvent plus jouer ensemble. Et c'est pour ça que dans Sens Mort, je m'attendais à ce que vous disiez ça, parce que c'est vraiment un truc qui arrive dans Sens Mort, je trouve. Il y a une façon de voir l'Empire et la résistance dans Sens Mort qui peut complètement vriller. Et j'ai par exemple le cas de Cédric, qui fait du sens sur l'île avec sa table de joueurs, où vraiment la table est coupée en deux. Il y en a qui veulent, en gros, je résume à gros traits parce que je me souviens plus exactement des enjeux de la table, mais en gros, il y en a qui veulent raser Séléné, tu vois, détruire en fait complètement Séléné. Il y en a qui disent non, il faut la sauver, tu vois. Il y a une espèce de position radicale. Il y a une radicalité en fait que Sens peut amener chez certains personnages. Je parle pas des joueurs, hein. Mais souvent, c'est un peu lié, parce qu'on a affaire à des simulacres. Il y a une radicalité que Sens peut amener parfois, à la fois en termes de frustration, en termes d'histoire, qui fait qu'il y a des tables qui peuvent radicalement plus jouer ensemble, quoi. Et donc, du coup, à ce moment-là, on finit la campagne avec une table d'un côté et une table de l'autre. On appelle ça des splits, quoi. On split la table, quoi. Littéralement. Surtout dans la façon dont... ça, c'est propre à Sens, qui est souvent un univers assez manichéen, ou en tout cas qui se donne initialement pour manichéen, mais dans lequel en réalité les positions philosophiques de chacun font qu'il y a un moment tu peux dire peut-être que Miphos voilà quoi. Alors Miphos c'est difficile à défendre. Il y en a quand même quelques-uns. Ça dépend d'à quel point on Quand le connaît. Quand tu commences à défendre, tu tombes sur la respiration et t'arrêtes de défendre. Ouais, mais bien avant ça, tu vois, sur Renaissance, il y a des gens qui... Et puis voilà, c'est l'histoire de l'humanité, hein, le nombre de gens qui ont préféré choisir le pouvoir par rapport à toute forme de justice. Il n'y a pas qu'en jeu de rôle que c'est vrai. Hein. Alors, est-ce que ce genre de scénar solo, est-ce que quelque part, c'est pas un peu un échec de Sens ? Est-ce que c'est pas un peu le choix de l'échec, le solo ? Je troquerai absolument pas ma fin de néant pour une fin de néant avec l'équipe entière. Non, définitivement pas. Ouais. Ouais, pour moi, c'était pas un échec. C'est aussi parce que ça t'a permis d'être véritablement le héros de l'histoire. Alors ça, un héros vraiment qui souffre, hein, et qui est un héros dont on peut se demander si c'est pas le méchant, mais enfin c'est compliqué. Mais ça permet de mettre le focus sur un personnage aussi. Oui, mais j'ai vu du coup chaque anonyme de chaque école que je laissais derrière moi, et à chaque fois c'était terrible. C'était juste un déchirement à chaque fois, et moi je repartais avec la pierre.
et la rune volée à l'intérieur, quoi. Oh la vache. C'était... Et comment ça s'est fini avec Classis? Du coup, je suis curieux. Est-ce qu'il soit chez... Comment ça s'est fini avec la 6 Alors, faut voir que avant que ça split, vous étiez très très déjà vindicatif contre lui. Ton personnage n'était pas le plus vindicatif à son égard, mais Pour moi, il y avait une sorte de deal quand même avec. On sentait t'étais déjà en train de... Tu savais qu'il y avait un problème et tu acceptais de signer un pacte avec celui dont tu te doutais qu'il y avait un diable derrière. Je savais pas encore vraiment comment ça se passait, mais tu avais compris qu'il y avait un problème et t'étais en train d'activement accepter de travailler avec lui. Je l'ai gardé, cette thématique du pacte. Oui, clairement. Et à la fin de Néant, donc Classis les a ramenés, donc après la fin de l'entraînement, la fin de ça, il les a ramenés faire face à l'aiguilleur dans le fragment de l'aiguilleur. Le combat a eu lieu avec Classis d'un côté, l'aiguilleur de l'autre, cédant. Vous avez affronté l'aiguilleur. Enfin, toi du coup, mais l'équipe avec. Et quand l'aiguilleur est tombé, le masque de Classis est tombé. Enfin, l'aiguilleur a disparu, Classis est tombé. Il a fait son speech final. Et Surprise par l'identité de l'aiguilleur ou tu savais... C'est une théorie de sens renaissance qu'on a faite à Akina. Ok, ouais, très bien. Donc non, pas Akina. Si, c'était après Akina. Mais vous aviez pas entendu parler de Classis à Akina? On a parlé de Classis juste après avec Soren. Après le scénar d'Akina, on en a parlé. En tout cas, qu'est-ce que vous aviez comme trace pour mener à Classis? Je me rappelle plus. Moi, il me semblait que c'était à Isil, après Isil, parce que Isil à Isil, Classis est intervenu pour remettre un petit coup dans l'enquête, ce qu'ils étaient en train de piétiner. Il est arrivé avec des bottes de cow-boy, il a fait: qu'est-ce que vous foutez? Allez par là, en gros, je résume. Et du coup, ils se sont demandé qui c'était que cette personne étrange. Ils ont été demandés à Soren. T'as utilisé un fait de cellulis pour dessiner. Pour être capable de redessiner le visage de Classis qui n'avait pas été enregistré par vos respioïdes. Du coup, Soren l'a reconnu et Soren vous a dit qui c'était que cet individu étrange. Alors là, très bon exemple d'utilisation d'effets de cellules. Et à ce moment-là, vous avez commencé à faire des liens avec le type bizarre qui vous avait attaqué en kabuki. Enfin, en tout cas, clairement, ça ne t'a pas surprise puisque tu te doutes. Voilà. C'était jubilatoire, en fait. Ouais, de savoir de se dire enfin. Je savais. Ok, d'accord, très bien. Je sais plus ce que tu lui as dit exactement à la fin. Il y avait eu un moment fort d'acceptation de ce qu'il était, d'accepter le fait de le tuer, d'accepter à la fois son sacrifice et de comprendre que c'est un monstre. Ça, c'était beau. On n'a plus les enregistrements. Mais on n'a plus l'enregistrement, il s'est perdu. Parce qu'on enregistre aussi toutes nos parties, mais il y a certains bouts des fois qu'on perd. C'est triste. Antoine, que penses-tu que les scénars solo apportent à ta campagne à titre personnel? Moi, clairement, c'est les liens avec les PNJ. C'est-à-dire, nous, on appelle ça sens PNJ. Tout au long de l'aventure, les 3 bugs sont constamment avec minimum 5 PNJ. Il y a je dois jouer Fluvius, Wilfried. Enfin, il est plus là maintenant, mais il y avait Gladius, il y avait Maria. Je dis que des personnes qui sont plus là. C'est triste. Mais il y avait Chrysaor, merde, encore. Ça, c'est seulement quand ils sont pas en mission. Gladius non, et Maria, alors moi, je mets un point d'honneur dès le début. Là, j'ai une deuxième table de sens qui s'est lancée où ils sont que 2 joueurs. Et je mets un point d'honneur à ce que Maria parte en mission. Pour moi, Maria a un passé militaire, même si c'est une résistante, c'est un passé militaire. Pour moi, c'est la fille de Longfinger, adoptive. Pourquoi pas? Elle peut partir en mission. Ça n'empêche. C'est bien, j'aime bien cette idée-là. Et les solos, ils doivent servir à ça. Pour moi, c'est vraiment à développer des PNJ, mais à un point hyper fort. Moi, à ma table, quand Soren est morte, le joueur a pleuré, quoi. Ouais. Quand Longfinger tue Soren, les gens ont chialé, quoi. Enfin, donc, quand Maria a disparu, c'était horrible. Quand Michel s'est fait torturer, Maria, les gens pour moi, là, c'est une bonne idée parce que c'est un personnage avec lequel j'ai eu toutes mes tables beaucoup de problèmes à créer du lien. Alors, l'amener en mission, éventuellement, ouais. Donc nous on sait que c'est avec Soren surtout qu'il y a des problèmes pour créer du lien et tout. Soren, moi ça marchait plutôt bien parce que je faisais des discussions à Aqua City de 5 heures avec elle où elle est relativement honnête. Oui voilà c'est ça, mais tu vois encore une fois parce que tu as écouté les podcasts et que tu savais que ce problème pouvait survenir. Oui, non en étant prévenu et en faisant une Soren qui ne fait pas que, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir sans expliquer ce qu'elle dit. Voilà,
Et ouais, enfin. Moi, avec Soren, j'ai fait un trio, donc un solo trio. Hein. Quand je dis trio, c'est un solo en fait. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. À Paris, où Soren et Gladius viennent sauver les bugs. En haut de la tour Montparnasse, où ils sont aux prises avec une trentaine de quadrillas. Oh. Et avec déjà des grosses pistes sur les rituels sétentriens où Soren gonfle l'épée de Gladius en lui parlant et chuchotant. D'accord. Et donc il y a déjà ce rapport-là, c'est-à-dire ils sont là, ils sont dans les missions, ils s'attachent et ils prouvent leur valeur et leur attachement. Et puis il y a les petits audios aussi que donc, je fais qui aident beaucoup. L'idée en fait de tes scénars solo, c'est vraiment de faire en sorte que les PNJ soient plus développés. Avec, bien sûr, en lien avec les personnages. C'est-à-dire que les liens entre les PNJ et les PJ soient beaucoup plus développés. Ouais, c'est le but. Ok. Moi, c'est pas du tout ça mon but dans les scénarios. Et les secrets, C'était pas non plus mon but. Alors, vas-y, donc présente, François. Quel est ton but alors dans les scénarios ? Moi, pour moi, c'était vraiment de faire vivre d'autres histoires à certains personnages. Après, dedans, il peut y avoir des liens accentués à certains PNJ, créer des PNJ aussi. Mais quand j'apporte des PNJ supplémentaires, j'essaie de le faire avec toute la table en même temps, en général. Quand j'essaie de renforcer le lien avec les PNJ, je l'ai toujours fait avec toute la table. Je sais que par expérience, un joueur ne pourra pas développer autant d'intensité de lien avec tous les PNJ. Clairement. Voilà. Après, oui et non. Tu as fait avec Étienne au moins un gros scénar avec Soren en discussion. Moi, j'ai pu me rapprocher de Céline et Chrysor sur Séléné. Les autres n'avaient pas très envie. Aaron, donc Loïc avait Sauveuse. T'as l'air d'avoir un personnage hyper sombre, Alice. Je sais pas pourquoi. Quand je vois les PNJ dont tu te rapproches, la façon dont tu résous les je sens. ne suis pas mort chaos, ce n'est pas vrai. Elle se reconnaît comme étant l'héritière de Finn Longfinger. Yes. Elle est devenue du coup un des membres honoraires, voire la plus réputée de la secte de Kafka. En même temps, j'en connais que deux. Oui, il y en a deux sur Séléné que tu connais. Il y a... bon. Ça envoie de la godasse, quoi. T'as eu évidemment beaucoup d'interactions avec le fragment de buveur quand tu étais sur Séléné, donc bon. Ça... Très bien. Et donc du coup, tu disais pour les scénars solo, donc l'objectif pour toi, c'est avant tout d'explorer des zones. Pour le joueur uniquement, tu dirais. Ou pas. Comment ça pour le joueur C'est-à-dire le solo, ça sert à faire explorer des zones du jeu à un seul joueur ou à une seule joueuse particulière. Et tu vois. Non, j'avais pas. Oui, ça peut effectivement être des thématiques. C'est-à-dire que je vais pas faire jouer n'importe quel scénar à n'importe qui, effectivement, dans l'idée. J'essaye de prendre des scénarios. Est-ce que tu écris ton solo avant de savoir pour quel joueur il va être, ou est-ce que tu écris ton solo spécifiquement pour le personnage d'un joueur donné ? Je les ai toujours écrits en prenant en compte qui c'était qui allait le faire. Voilà. Ça, c'est un élément essentiel du scénar solo, à mon avis, qu'il faut dire. C'est que, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en commun autour de cette table, j'imagine, c'est l'idée que quand on écrit un scénar solo, on le dédie à un personnage. Alors que quand on écrit un scénario, on le dédie à une table tout entière. Et je trouve que ça change tout en termes d'écriture. Ce qui m'a pas empêché après de faire des ponts entre certains, c'est-à-dire de prendre un scénar qu'à la base j'avais mis en solo pour quelqu'un, et puis de l'étendre, de le changer, de le transformer, d'en faire un scénar un peu plus de groupe. Il y a des ponts, mais effectivement quand je conçois un scénar solo pour quelqu'un, c'est vraiment... le scénar pour lui, quoi, à la base. Ok. Alors moi, je peux dérouler mes raisons. Ma première raison, moi, il y a un truc que je kiffe à fond dans les films, les jeux vidéo, c'est le côté, quand dans un jeu vidéo, j'apprends un petit détail de l'histoire qui est de la nature. Pendant qu'il se passait ça dans la grande histoire, il se passait ça dans la petite, et ça explique pourquoi à un moment donné, tel personnage dans la grande histoire a fait ceci ou fait cela. Je sais pas exactement, par exemple, je prends un exemple, Legacy of Kain. Dans Legacy of Kain, la toute première démo du tout premier jeu, donc le premier Legacy of Kain Blue Domain, on voit les Vorador qui entrent dans un temple séraphéen. Et on se dit, et Malek arrive en retard. C'est-à-dire que logiquement, le vampire arrive dans un temple pareil. Malek, le gardien du temple, doit être même à la porte d'entrée. Il doit se le friter direct. Et en fait, Malek arrive en retard. Et on apprendra dans le 5e opus qu'en fait, que si Malek arrive en retard lors de cette première démo, c'est parce qu'il est en fait en train de se battre avant d'affronter Vorador. Il est en train de se battre contre Raziel. Donc il peut pas être là à ce moment-là parce que il y a tout un délire de voyage dans le temps,
de machin. Enfin, je vous passe les détails de Legacy of Kain, c'est imbitable. C'est pire que 100, je pense. Donc, du coup, en fait, mais on apprend ça dans le 5. Et j'avais kiffé ce moment de dire ah, s'il arrive en retard à ce moment-là, c'est un truc qui avait couru. Je me dis, mais pourquoi ? Et voilà. Le scénar solo, pour moi, c'est le plaisir que je ressens à donner une information à un joueur. Lui, il saura. Quand l'événement va avoir lieu, il saura pourquoi à ce moment-là, il se passe ceci ou il se passe cela. La seule fois que j'ai vraiment essayé de faire ça comme effet, et c'était vraiment volontaire, j'avais fait des scénars, c'était avant le scénar de... c'était quel C'était Businessman. C'était Businessman. Avant Businessman, j'avais conçu une intrigue avec où le filigrane normalement simple était suffisant, mais où il y avait plein de petits détails autour qui étaient intéressants pour vraiment comprendre les motivations de chacun. J'ai fait à ce coup-là vraiment un scénar solo à chacun de mes joueurs. Il y en avait un qui était en dehors de cette intrigue-là, qui était pour explorer un autre sujet, mais voilà, donc il y avait 3 scénars solo qui étaient en préparation de ce scénar-là pour que chacun ait un petit aspect en plus. Et ça a été vécu comme une grosse frustration par 2 des joueurs qui ont fait ça. Donc ça a un peu fait flop. Merde. Okay. Parce qu'ils voulaient avoir les infos des autres et la communication s'est pas bien faite. Et donc, ils étaient presque jaloux qu'ils aient des informations dont on ne disposait pas, c'est ça ? C'est une idée que je trouve super cool aussi, mais voilà, tout le monde n'apprécie pas forcément. Ok, bon, alors moi je raconte mon expérience du truc. C'était Thomas Poussou qui avait fait ça dans la campagne qu'on avait faite de Sens Renaissance avec Benoît. C'est qu'en fait, il avait dit dès le départ, dans le scénar solo de Benoît, le tout premier de son personnage, que les Quadrillas Dreabers, c'était les alliés de Soren. Pendant toute la campagne, on avait un gars qui a joué avec nous, qui le savait depuis le départ. Et quand il le révèle, il y a un côté, tu revois toutes les actions qu'il a faites et tu te dis oh mais what the fuck, mais tellement. Et donc Thomas Poussou ce jour-là avait réussi à mindfucker l'auteur du jeu. Je m'y attendais tellement pas. C'est vrai, Thomas il a fait le truc de ouf. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il nous fasse ça. Et ça a été raconté dans les podcasts de la première ou de la deuxième saison, je ne sais plus. Le moment où Benoît déclare en fait devant tout le monde qu'il est au courant de ça, j'étais là mais c'est trop génial quoi. Donc ça a été je sais que ça a été au moins réussi une fois par Thomas Poussou, tu vois. Mais je dis pas que ça peut pas être réussi, hein. Je dis juste que c'est pas forcément bien reçu par tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça peut rater. C'était vraiment une problématique de table chez nous. C'était pas. Antoine, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des cas un peu là, je pense au bug quadrilla. Moi, à ma table, c'est dans les solos qu'ils commencent à parler avec des quadrillas avant de se transformer. Donc il cache quelque chose pendant un tiers de la partie de Renaissance. Donc ça permet de développer ça. Je pense à quoi ? Moi, dans les solos... Alors après, il faut voir les solos aussi. Moi, j'aime bien les mettre en même temps. C'est-à-dire, en fait, dans la timeline, je considère que tous les solos se passent en même temps. En même temps, Et ce qui fait que... en général, j'écris pas trop les scénarios, mais j'écris le pitch, le synopsis, le truc. Est-ce que tu peux avoir des incohérences, du genre un personnage ? Parce que moi, je faisais ça. Non, parce que je fais très attention à faire jouer. C'est moi qui choisis qui va jouer en premier, les solos, parce que je sais à peu près quel va être l'élément déclencheur. Alors moi c'était voilà. Moi c'était bourré d'incohérences en fait, mes solos comme ça. C'est-à-dire qu'en fait du coup lui en fait si on avait bien réfléchi, donc les 4 histoires se passaient en parallèle, mais du coup lui il pouvait pas être avec lui vraiment, mais c'est pas grave, on disait qu'il était quand même, etc. Et là vraiment quand tu fais ça, t'explores la malléabilité du contenu fictionnel, hein. Là tu dis ok, le jeu de rôle c'est vraiment il y a des personnages qui sont à la fois là et pas là, enfin il y a des personnages, c'est carrément des chats de Schrödinger quoi, et y compris des personnages joueurs, tu vois. Et en fait on s'en fout. Et ça, il n'y a que le jeu de rôle. Tu vois, il n'y a que le jeu de rôle qui nous apporte cette espèce d'effet. En même temps, il y a un côté cohérence de « Ah, il savait depuis le départ ». Et en même temps, quand la cohérence, elle n'est pas là et que c'est le bordel, on pardonne au réalisateur, au meneur de jeu. Alors que dans une série, on ne pardonne pas, quoi. Quand il y a une cohérence, on écoute les fans des séries, ils sont là, oui, incohérence, ça gueule sur Internet, les gens sont pas contents, ça se pardonne pas. Alors qu'en jeu de rôle, on le pardonne. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi là une spécificité du média à travers le scénar solo. Il y a quelque chose qui fait que en fait, on se donne des droits, il y a des possibilités. Je suis pas certain que ce soit le cas pour tout le monde. C'est je veux pas en dire plus. Je crois que François a pris des shitstorms en débrief. D'accord. Parce qu'après, je sais que dans le comics, ça se fait beaucoup, ça aussi.
dans le comics, toi qui connais pas mal les comics français, je crois que je suis pas un expert. Hein. Non, mais les autres, tu vois, quand un auteur écrit, il peut en avoir un peu rien à foutre de ce que l'auteur En précédent général, a c'est écrit, quand il inscrit directement son comics dans une continuité différente. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans ce cas-là, il dit que c'est pas la même histoire, concrètement. Mais pour autant, c'est le même personnage. Oui. Et en jeu de rôle, il y a un peu ce côté-là mais aussi. tout comme on peut faire une fanfiction. Oui. C'est un peu une fanfiction, mais qui est sortie par le même auteur, quoi. C'est dans le... Et alors, est-ce que le solo, vous le prenez comme une fanfiction ou vraiment non comme une Non, ça partie se passe dans l'histoire. Ça se passe dans Ah l'histoire. non, c'est mais important que ça l'histoire. puisse avoir un impact sur l'histoire principale. Est-ce Donc, que ça vous se passe dans parleriez de l'histoire. la petite histoire Non, pour les solos non. et la grande histoire? Bah toi, je sais que non, puisque toi, ton Il solo- faut distiller des secrets, c'est très important. Ah. Ça, il faut le faire. Mettre des petits secrets, des pièces de puzzle, et ensuite vous regardez s'ils se rappellent de rien, tant pis pour eux. Ouais. Tant pis pour eux. Ouais. Et voilà. Et sachant que les solos, j'ai interdit de donner les audios des solos aux autres. C'est-à-dire, ils doivent en discuter avant. Il y a un briefing. Alors, les audios des solos. Mais c'est-à-dire les solos sont enregistrés. Oui, ce que j'appelle les audios des solos, c'est d'accord, le voilà. zoom, quoi, posé sur la table, on enregistre. Et je les donne ces fichiers, mais ils n'ont pas le droit de les écouter. Est-ce que tous ces audios, tu les as gardés? Ouais, j'ai tout. Nous aussi, on a tous les enregistrements de nos tables, hein, si jamais ça t'intéresse un jour. C'est du Après, délire. Non, mais en c'est, fait, je me dis, c'est pas moi que ça va intéresser, mais c'est des gens comme Valentin qui veulent faire des études en fait d'une campagne concrète, d'un linguiste en fait, qui Ouais. voudrait étudier le jeu de rôle sur le plan linguistique. Le fait d'avoir des échantillons de campagne complète avec Mais, les débriefs en podcast et compagnie. Mais moi, ça t'imagines, m'intéresse c'est un d'écouter outil des de podcasts ouf. de table autres, hein, quand tu les sortiras. Enfin, pas les podcasts, je veux dire les enregistrements. S'il ouais, y a moyen. c'est pour ça que je les diffuse pas, parce que les enregistrements, c'est. Non, mais c'est- tu sais comment ça se passe. Non, mais il y a des c'est- trucs privés qui sont dit. Ouais, Ouais, bien sûr, évidemment. ouais. Mais si. Non, mais c'est ouf quoi d'avoir ça. D'avoir Pour gardé nous, ce pour nous, matériel-là. c'est cool. Hein. Pour nous, mais c'est si, cool. Hein. Si c'est vraiment inécoutable, c'est dommage. Mais Non, il y en a un qui est posté sur le forum sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte qu'il y en avait un. D'accord. À vous de chercher Parce que, sur le thread de la Citadelle. Parce que je pense qu'on verrait des. Sur le forum de Enfin, Sens, je pense Ouais. que je pourrais y trouver des manières de d'écrire les choses, des manières d'apporter les choses, des manières de jouer des personnages qui sont différentes. Même si on joue au même jeu, on n'a pas forcément la même pratique, les mêmes méthodes, etc. Et dans ces choses-là, il y a sûrement des choses dont on pourrait C'est pour ça que apprendre. vous écoutez des quoi. parties enregistrées en fait. C'est pour voir des pratiques effectives de jeu d'autres. Moi, ça m'intéresserait. J'ai pas encore eu le loisir de le faire, mais ça D'accord, m'intéresserait vraiment. Moi, je me force à pas le faire parce que j'ai l'impression que ça va me forcer à jouer d'une manière. Tu vois, j'ai l'impression ça va Alice, m'empêcher ouais. de faire d'être libre. À notre table, c'est moi qui ai lancé l'idée d'enregistrer, mais c'était pas du tout C'était pour pour ça. éviter des prises de notes. Et que- C'était pour éviter des prises de notes. Ouais. En Ok. fait, au départ, je prenais quasiment tout en note. Et Mais donc, tu au réécoutes bout d'un des moment, audios, du coup. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui réécoutent pas les audios, ils s'en foutent. Et oui, par contre, les autres joueurs de la table, ils voulaient pas du tout que ce soit diffusé. Et Oui. même moi, il y a des trucs où juste non. Non, mais pas. Oui. Après, c'est une question de confiance, ouais, voilà. C'est intéressant. On pourrait prendre un extrait, tu vois, un extrait qui est en jeu. Un petit montage, et puis hop, voilà. ça passe. Ouais. Mais là, Et, pour le linguiste. Et puis du coup, ça d'un où me- il n'y a pas ceux qui veulent pas que ce soit partagé. Parce que le linguiste, ce qui l'intéresse, c'est de voir aussi les choses qui se disent en dehors. Enfin, l'anthropologue. On peut imaginer un anthropologue qui prend le jeu de rôle comme. Comment on appelle ça? Champ d'exploration? Non, comment on appelle ça? Comme terrain. Ouais. Le jeu de rôle comme terrain. Et donc, du coup, qui décide d'écouter ses enregistrements en mode ben voilà, je vais voir quelle dynamique. Et là, c'est ultra précieux, quoi. Moi, j'écoute pas des enregistrements de parties parce que je trouve ça chiant. Ah, mais c'est chiant à écouter, on est d'accord. Ouais. C'est très chiant. Ouais. D'être- C'est très très chiant. Faut faire autre chose en fait en même temps. Ouais. Ça, Quand c'est notre table, ça va. inévitable. Parce qu'on connaît les gens, il y a des private jokes, des trucs qu'on comprend. Et Mais même quand c'est pas notre même, table, c'est quand même plutôt chiant même quand c'est sa propre table. Ah ouais Enfin, ouais, il y a des morceaux qui sont très bien et où on a envie de les réécouter des fois parce Ouais. que c'est un passage intense, voilà. Mais Ah, c'est une des. Ouais. mais sinon. Le fait d'écouter des parties comme ça et de trouver ça chiant, c'est une des raisons qui m'ont fait écrire le Maelstrom. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que quand je faisais une partie jeu de rôle, ça m'intéressait, ça m'amusait, je trouvais ça fun, et que quand je la réécoutais après, je trouvais plus ça fun, quoi. Et j'étais tombé sur un enregistrement, on entendait Pascal Boniface, le président de l'IRIS, qui disait en fait c'est comme ce genre de phénomène avait lieu aussi pour les matchs de foot. Que les gens en fait qui enregistraient sur des cassettes vidéo des matchs de foot qui avaient lieu, en fait quand ils les regardaient, pas en live, pas en live, d'intérêt. ça marchait moins bien, quoi. Ils avaient la sensation que leur encouragement servait à rien. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, et j'avais trouvé ça intéressant, j'avais le parallèle intéressant. Je me suis dit tiens voilà. Et c'est à cause de ça. On s'éloigne un petit peu des scénars solo. Autre élément que je voulais vous dire, c'est que moi le scénar solo, ça me sert en fait.
je remarque que si tu fais une collectivité, si tu rejoins une équipe et qu'ils n'ont pas vécu des choses séparées, il y a quelque chose du maelstrom qui marche moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le fait de savoir que le mec ou la nana qui est en face de toi, elle a vu et fait des choses que toi, tu n'as ni vu ni fait, ça fait que tu vas mettre derrière chacun de ces faits et gestes une profondeur que tu ne mettrais pas si vous jouiez juste ensemble pour la première fois. Si Ouais, je suis d'accord. ça, Ouais. c'est- Tout à fait. On entend hurler à côté, il faut une partie d'un jeu innommable. Mais voilà, et moi, c'est aussi pour ça que je fais des scénarios solo, c'est pour donner de la profondeur à mes personnages. Comme ça, je suis sûr que derrière chaque fait et geste, il va dire, mais est-ce que c'est pas parce qu'il a fait un scénario solo et qu'il a pas fait ça. Moi, j'ai une question. Ouais. Avant de jouer à Sens, j'avais jamais entendu parler de solo. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont plus vieux que Sens? Enfin, tu t'es inspiré d'autres jeux Alors, ou... les scénars solo, c'est un terme que moi, je n'avais jamais entendu au-delà de mon groupe de joueurs et qu'on a inventé après avoir joué à un jeu qui s'appelle Star Ocean 2, qui est un jeu de The Second Story. Le jeu vidéo Le jeu vidéo. Ouais, d'accord. Dans lequel, en fait, quand tu arrives devant les villes, tu peux appuyer sur carré et déclencher une quête solo avec le personnage de ton D'accord. équipe. Et du coup, tu peux aller avec ton personnage seul, tu peux aller voir les trucs. Et en fait, moi, quand je suis arrivé dans mon groupe de joueurs, j'ai commencé à parler de scénar solo en référence à Star Ocean 2 The Second Story. Parce que dans Star Ocean 2 The Second Story, quand tu appuies sur carré, c'est écrit solo. Et donc, c'est le mot concrètement vient de là. Mais après, j'ai appris qu'en fait, non, il y avait Ça plein. s'utilise aussi. Exactement. Il y avait plein de joueurs de jeux de rôle qui employaient ce terme. Donc, ça a été match à ce moment-là, etc. Et moi, j'ai commencé à le faire dans Les Chevaliers Zodiac, qui était mon tout premier jeu de rôle, mon tout premier RPG, dont le système était inspiré de vampires. On lançait des pelletés de D10 en gueulant les noms des attaques. Attends, Voilà. je t'arrête 2 secondes, mais en fait, là, j'ai un doute. C'est pas écrit dans le livre Sens Renaissance qu'il faut faire des solos? Si, je crois que c'est. Je sais plus. Dans Mort. C'est Dans Mort, c'est écrit. Il me semble pas que ce soit écrit dans Renaissance. Mais là, du coup, j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est pas écrit du tout. Dans Mort, c'est écrit. podcasts Dans qu'on Mort, entend c'est ça. écrit, ça c'est sûr. C'est écrit et c'est même écrit que ce serait bien que d'aller vers les exorcismes soit motivé par des motivations personnelles qui ont été créées au fur et à mesure d'interactions hors des scénars principaux. Alors, c'est dit. Ça, effectivement, les scénarios solo, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire qu'à partir de Sens Mort à ma table. Ok. Après de là, je crois que, moi, je suis pas sûr que ce soit écrit dans Renaissance. Voilà, il me mais semble que bon. alors bon, là je sais pas pour la réédition et tout, je sais pas ce que j'avais fait, est-ce que je l'ai mis dedans ou pas, je m'en souviens plus honnêtement, mais ce serait bien de le faire des Renaissances. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais découvert, c'est que si tu faisais des scénars solo, et là tu vois pour mon prochain jeu Trip to Sky, je suis en train de travailler à fond sur la façon de faire des scénars solo, parce que, de faire un scénar solo, juste un, au tout début avec le personnage, parce que à partir du moment où il y en a qu'un, même s'il y en a qu'un seul, c'est parti quoi. Le maelstrom se met en route, les gens se disent mais qu'est-ce qui s'est passé pendant son scénar solo? Est-ce que il ou elle a fait des choses intéressantes et du coup ça engendre en fait des questionnements et encore une fois ça intensifie, ça amplifie les gestes, les faits et gestes. Le Vademecum, ça découle un peu de ça, non? J'ai l'impression du Les coup. scénars d'intro, tu veux dire enfin, les écrans Non, mais d'intro même des d'avoir son perso avec ses révélations. Voilà. Il y a un maelstrom complètement différent. Exactement. Nous, quand on a fait un débrief de Vademecum, moi je m'en suis pas rendu compte c'est en un tant jeu qui est que MJ. complètement asymétrique. Mais ouais, C'est un grand intérêt. les 4 personnages avaient une expérience complètement différente du jeu, mais vraiment Oui. complètement différente. Exactement, c'est exactement, ça vient de là, c'est-à-dire qu'en fait, en donnant, encore une fois, motivation du maelstrom, en fait, moi j'ai toujours vu le jeu de rôle comme ça, c'est le but c'est de susciter un maximum de questionnements, d'inviter les gens à faire des propositions et d'avoir le plaisir qu'elles soient validées ou invalidées par le reste de la table. Et donc en fait, pour susciter le maelstrom, susciter le fait de faire des propositions, il faut avoir des choses à chercher, des choses à trouver et des choses qu'on a nous que les autres n'ont pas et qui nous poussent en fait à faire des propositions pour voir ce qu'il y a dans la boîte que nous on a mais que les autres n'ont pas le droit de regarder, tu vois, un peu comme dans le cas du scarabée de Wittgenstein. Donc voilà, c'était le but. Et dans Vademecum, il n'y a pas de scénar solo, mais il y a des révélations, des fiches que seul le joueur, et même s'il les lit à haute voix, il y a toujours... Il faut pas les lire. Alors justement, c'est interdit, le jeu l'interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans mes playtests où les gens les lisaient à haute voix parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier, par exemple Bishop, j'ai des cas où les fiches sont tellement compliquées que ça les tombe, schémas là. voilà, ça tombe sur un joueur qui a pas envie de se prendre la tête sur les schémas. Il la machin. met au milieu de la table et tout Voilà. le monde la regarde. Voilà, alors là, non, ça, c'est pas arrivé, mais par contre, il la lit ou il refait les schémas, ou etc. Alors même s'il la met au milieu de la table, il y a toujours une suspicion qu'il a eu
même au départ, quand je distribue les fiches, les cartes aussi, le fait de donner des cartes de pouvoir, il y a toujours une suspicion, il sait quelque chose que je ne sais pas. Et ça augmente, en fait, je trouve que ça augmente la crédibilité et la profondeur des personnages. Et pour moi, le scénar solo, c'est ça, un des éléments essentiels. Voilà, et ça, donc, on se rejoint là-dessus ? Bien sûr. Bah ça apporte des éléments supplémentaires à un personnage à part, en séparé des autres, et que du coup ça va lui rapporter de la profondeur en contact avec les autres. Ce qui est génial, c'est l'aller-retour en fait. Alice, tu voulais ajouter quelque chose ? Nous, des fois, quand on reprenait l'épreuve commune, je te jure, ils parlaient pendant 2 heures. Enfin, moi, je faisais rien, hein. Je regardais, j'écoutais. C'était très agréable. Mais ils discutaient pendant 2 heures. Ah ouais, toi, t'as fait quoi ? Et toi, il s'est passé quoi ? Voilà. Bon les gars, on va finir encore à 3h du mat, super. Mais même dans l'action, tu vois, même après quand tu les remets dans l'action, ils se posent encore des questions et ils font des actions en se disant et si, tu vois. Là par exemple, quand on voit que Benoît n'attaque jamais les Quadriga Reavers, on se dit mais pourquoi, ça suscite des interrogations, et quand on apprend qu'en fait non, il savait depuis le départ, enfin tu vois, et qu'en fait c'était complètement ouf. Je sais, un mind-blowing à ce moment-là. En plus, je te dis, moi, je m'y attendais tellement pas. Et pourtant, je suis le créateur du jeu. Moi aussi, je le savais. Je suis épaté par une révélation que je sais déjà. Mais c'est juste le fait qu'un joueur le sache qui me surprend. Donc, voilà. Et dernier élément pour les scénars solo, et moi, j'en aurais fini, c'est le côté des objectifs. Ça développe, en fait, les objectifs des personnages. Ouais. Je trouve que une des raisons... En fait, ce qui manque dans le jeu de rôle, c'est une motivation du personnage à agir en général. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça qui manque dans le jeu de rôle classique. C'est pourquoi je fais ça. Et en fait, souvent, c'est parce que tu es menacé de mort, parce que tu cours pour ta survie, ou parce que tu es un héros et que tu veux faire le bien. Voilà, c'est les gros éléments principaux. Voilà, généralement. Mais on peut essayer de faire des choses un peu plus subtiles. Voilà, et je trouve qu'en fait le scénario solo, ça permet de développer en fait de s'inventer en fait des objectifs, de s'imposer à soi-même ses propres objectifs, de les développer, etc. Voilà. Ouais. Non, il faut faire des solos, faites des solos. Par les liens dans Sens Mort, par les choses qu'on va faire sur Séléné, pour réancrer ça dans Sens, on va retrouver des objectifs. Non, mais aussi comme sans les solos, tu perds pour moi la moitié du jeu. Enfin, dans Sens Mort, dans Sens Renaissance même. Dans Sens Renaissance, franchement, je suis pas sûr. Mais quand t'en as un qui part rechercher d'autres bugs, quand il découvre qu'il y a d'autres bugs sur Terre, il part tout seul à rechercher. Il y en a un autre, il va aider à créer un hôpital à Paris, par exemple. Pour moi, c'est déjà faire du Sens Mort dans Sens Renaissance. Mais c'est bien, mais... Après, moi, je fais du Sens Mort dans tous sens. Donc, c'est mon but que ça soit tragique. D'accord. Alors, c'est bien aussi. Pour préparer les solos, est-ce que vous avez des choses, des techniques pour les MJ qui nous écoutent, des conseils particuliers ? Est-ce qu'il faut, tu vois, par exemple, toi tu disais distiller les secrets, donc. Alors distiller les secrets, moi j'aime bien le in media res, j'adore. C'est-à-dire, ça commence tout de suite. Comment t'écris ton solo ? Comment tu l'écris concrètement ? Comment tu prépares ? En général, ça commence avec de la musique. Tu te mets une musique et tu te dis ouais, je vais faire ça, quoi. Moi aussi, hein. En général, je pense aux joueurs. Je pense à ce qu'il aime, ce qu'il aimerait. Le joueur ou le personnage ? Le joueur. C'est le même. Le joueur et le personnage, c'est les mêmes. Ouais, justement, c'est intéressant. Faut le dire. Et à faire plaisir. Je pense qu'il faut penser à faire plaisir aux joueurs, je pense. Donc, on sait ce qu'ils attendent en général. Est-ce qu'ils veulent... Ouais, il y en a, ils sont frustrés, ils n'ont pas de bagarre. Il y en a, ils veulent faire un truc un peu social, peut-être, j'en sais rien. Donc, tu dirais que plus encore que dans un scénario collectif, dans un scénario solo, le meneur est à disposition de son joueur ? Ouais. Et puis après, on se sert de ça pour distiller des secrets et puis un peu les mettre dans la merde, ouais, bien sûr. Mais s'il y en a un qui veut faire de la politique, ça va saouler tout le monde autour de la table, donc autant qu'il le fasse en solo, quoi. C'est arrivé, hein. Moi j'en ai un en solo, il m'a écrit une constitution de 4 pages avec un discours et tout, quoi. C'est vrai que si ça avait eu lieu en collectif... Ah ben on l'aurait pas fait, il y aurait eu veto. Veto. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu prépares de façon spécifique tes solos, François, maintenant Avec panique. Comment ça, avec panique ? Dans le chaos. Avec panache. Solo dans Chaos. Pour le moment, c'était tout embarqué. On va commencer à en faire maintenant, mais là, pour le moment, c'était tout d'affilée après la fin de. Est-ce que tu prépares particulièrement pour un solo ? Est-ce que tu as senti des différences entre la façon dont tu préparais tes parties pour une table et la façon dont tu prépares ta partie maintenant que tu joues en solo ? Est-ce que ça change la manière de préparer la partie ?
De manière générale, comment tu prépares tes parties, toi, François ? Tu relis le livre, l'épreuve ? Je relis le livre, je prépare des musiques. En fait, je me schématise des scènes clés. J'essaye de voir quels éléments supplémentaires je vais rapporter par rapport au livre, quels détails il faut que j'ajoute, T'écris beaucoup, tu prends beaucoup de notes ? Je suis quelqu'un qui écrit peu. J'ai écrit. T'improvises beaucoup ? J'improvise pas mal. Enfin, si, j'improvise mal, mais je le fais beaucoup. Mais bon, en général, quand je me prépare pas mal de choses qui en fait ne servent à rien. Ouais. C'est beaucoup ça. Oui. Les quelques scénarios que j'ai le plus préparés, j'ai écrit le scénario. Là, ça m'est arrivé pour 2-3 scénars. Je pense Paris, le interscénar qu'on a fait dans Renaissance, avec un scénar où ils allaient à Nouvelle-York, puis à Paris, à la recherche d'histoires sur des clones de Finn Longfinger, globalement, fait par un résistant scientifique ami de Viggo Nemeo. Et ce scénar-là, notamment, surtout la partie à Paris, je l'ai complètement rédigé. Et en fait, j'ai gardé les grandes lignes et quand on l'a joué, j'ai tout changé sur le moment. Mais en fait, en l'ayant rédigé avant, j'avais beaucoup mieux en tête les enjeux, les scènes clés, les personnages, leur motivation et comment faire un chiffre de motivation, c'est une manière d'être beaucoup plus clair sans forcément suivre le scénario. De l'avoir écrit, ça permet de savoir comment le faire changer aussi. Ouais, d'accord, okay. Je sais pas si je suis clair. Moi, ce que je prépare beaucoup, c'est des noms de PNJ, tout simplement. Parfois, parce que j'aime pas improviser des noms. Souvent, ça donne des choses caricaturales. Ouais. J'avais fait une liste de noms à un moment. Dernièrement, le truc, c'est que dernièrement, j'ai pas un projet. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un scénar solo, en fait, parce que là, on a fait les scénars de Néant, qui étaient les écoles les unes après les autres. Puis après, que ça, on a parce que enchaîné. tu joues en solo avec Alice. Oui, mais c'est plus des interscénars. Quand il y a que du solo, c'est du solo, mais c'est les scénars principaux. C'est pas les interscénars. Mais tu les prépares, ouais, d'accord, mais dans les scénars principaux, tu fais quoi ? Tu lis le livre, c'est tout ? Tu les prépares pas ? Ça dépend. Bon, en vrai, François, t'es peut-être un cas particulier, parce que t'es comme Maxime, tu fais partie des gens qui ont lu et relu énormément de sens, donc qui connaissent par cœur, en fait, quasiment maintenant l'univers. Ouais. Mais donc peut-être c'est pour ça aussi que tu dis... Parce que moi, je sais que... Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, par exemple, tu sais que quand j'écris mes bouquins, c'est pour les oublier. Oui. Comme donc le père d'Indiana Jones, tu sais, qui dit si j'ai écrit dans mon carnet, c'est justement pour pas avoir à le retenir, donc il faut aller le chercher à Berlin. Moi, c'est ça. Sens Renaissance, je ne me souviens absolument de rien du tout. La preuve, tu vois, tu me poses des questions sur ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Sens Mort, c'est pareil. Avant les podcasts de Sens, je suis obligé d'aller chercher dans mes propres bouquins ce que j'ai écrit, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, donc c'est une catastrophe. Donc j'aime mieux te dire que quand le week-end d'avant, quand mes joueurs de la table de Sens Cosmo qu'on a entendu le mois dernier, donc Julien, Amir, Audrey, Antoine, que je salue au passage, viennent à la barreau, c'est le stress absolu. Je me retrouve dans la position du meneur de jeu. Putain, j'ai rien révisé, je commence à bouquiner les trucs. Je fais ça à chaque fois. Ok, ouais, tu me rassures. Okay. C'est ça la préparation en panique. Voilà, c'est la préparation en panique. Ah ouais. C'est le moment où je réalise, mon Dieu, je croyais que ce scénar allait être simple, mais en fait, maintenant que j'y réalise, j'ai absolument rien. Alors attends une seconde, le livre il dit quoi ? Tac. Donc du coup, ça fait ça comme scène clé. Pour que ce soit cohérent, il faut que d'abord pour aller de là à là, il va falloir un autre truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme scène ? Tac, paf. On imagine 2-3 personnages, éventuellement on leur donne un nom directement, sinon on se fait une liste de noms pour improviser les PNJ au fur et à mesure. Et pour les scènes clés et pour les ambiances de certains lieux, de certains coins, on prépare les musiques. Parce que j'ai beaucoup cet aspect MJDJ quand même. Ouais. Comme beaucoup de meneurs de sens. Hein. Et d'ailleurs, Antoine vient de trahir aussi qu'il était MJDJ. Ouais. En même temps, il prépare des trucs audio avec de la musique derrière. Voilà quoi. Et voilà. Et oui, voilà. Moi, en tout cas, le truc, c'est qu'un scénario collectif, j'angoisse à mort. Un scénario solo, j'angoisse pas. Moi, au début, j'angoissais. Au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même un solo, je suis tout seul devant mon pote, c'est mon pote, mais bon, ça va être bizarre quand même. J'appréhendais au début. Ça pas du tout le même effet, moi, en tant que moi, j'appréhende pareil. Et après, au fur et à mesure, peut-être. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez ça, que c'est beaucoup plus facile à faire, en fait. Jouer en solo avec Fabien, ça a été beaucoup plus facile à faire que jouer en collectif avec Christophe, Fabien et Fred. Là où il y a une facilité supplémentaire, c'est qu'étant donné qu'on n'a qu'un seul personnage, qu'un seul joueur, on va pas avoir de conflits et de trucs où il va y avoir des prises de décision différentes avec des idées différentes. Du coup, si on connaît le joueur ou le personnage, on peut avoir une meilleure idée de là où il va aller.
de quelle va être la réaction du personnage face à ce qu'on va lui envoyer. Alors que face à un groupe avec des idées divergentes, on va avoir plus de mal à prédire qu'est-ce qui va se passer quand on va amener telle chose. On va éventuellement savoir comment va réagir tel et tel personnage, mais alors le résultat du conflit entre eux, pas forcément évident à avoir dès le départ. D'accord, ouais. Du coup... Plus imprévisible est la table collective. Exactement. Et je trouve que c'est Antoine. pas facile de faire un solo avec quelqu'un qui est pas un minimum proactif. Il y a des joueurs qui sont assez passifs. J'en ai un à ma table. Il se reconnaîtra. Je lui ai déjà dit souvent de faire un petit effort parce que ça devient vite laborieux. Des solos où la personne en face est hyper passive et attend que les choses arrivent. Ouais. S'il n'a pas compris que c'est lui l'acteur de ce moment, Ouais, c'est un peu compliqué. Mais ça m'arrive en ce moment parce que je fais des scénars solo pour Trip to Sky et donc je joue aussi avec Soren qui a donc 6 ans. Et donc il a tendance, pour l'instant, il apprend encore à jouer au jeu de rôle et tout ça. Donc parfois, effectivement, il a tendance à être un peu passif, à attendre que ce soit papa qui parle, tu vois. Et donc du coup, je me rends compte que c'est pas facile, effectivement, face à un joueur passif, de dire mais allez, vas-y, là, c'est à toi de prendre la parole. Qu'est-ce que tu lui dis les joueurs passifs, en général, quand on joue avec plein de joueurs, ils arrivent à se cacher, puis ça passe. Mais quand on est tout seul face au MJ... Et quand on a aussi deux aspects là avec le solo, on a l'interscénar solo et le scénar solo. La jouissance en solo qui est pas la même chose. Ouais. Et par contre, la problématique est pas la même parce que dans l'interscénar, effectivement, on va avoir un scénar qui est prévu pour le personnage, donc de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Il est construit pour. Jouer les scénars principaux de sens avec un personnage seul, c'est pas forcément évident, notamment parce qu'on est face à des scénarios où souvent on a 20 PNJ qui discutent entre eux, et donc quand on a 5 PJ qui leur donnent la réplique, qui discutent entre eux, qui discutent avec, ça passe. Là, tout de suite, à nous deux, les 3/4 de la partie, c'est moi qui parle. Mais oui, mais alors, pardon Alice. Du coup, Sens Néant, c'était ça, et enfin, c'était pas plus dérangeant que ça parce que je voyais le conte se dérouler et j'avais mes actions dedans. Et finalement, ça, pour moi, ça faisait peser plus la tragédie du truc. Mais dans Chaos, par contre, c'est compliqué. Là, je trouve ça vraiment compliqué. Ouais. Un élément, c'est que c'est pour ça, le livre a été écrit pour une collectivité. Pour une table, oui. Ouais. Et donc, du coup, alors, ok, il y a des solos à faire et tout ça pour que l'individu revienne au collectif. Il y a même des mécaniques qui deviennent problématiques dans Chaos. Déjà dans Néant, le système d'immersion qui est en pool avec un bol où les joueurs se le distribuent, je le distribue en direct au personnage, c'est plus ça. Et au-delà de ça, dans Chaos, il y a un miracle qui du coup n'arrivera jamais, ne peut pas arriver. C'est le miracle de l'intervention, c'est plus son nom, mais celui où un joueur qui est hors de la scène d'un autre peut arriver et sauver l'autre. Sauf si c'est un PNJ sur lequel on intervient. Oui, ça supposerait que je décrive des scènes où il n'y a que des PNJ en dehors et que je lui laisse la possibilité d'intervenir. C'est bizarre. C'est compliqué. Par contre, c'est possible que des PNJ bug fassent ce genre d'action-là, mais du coup, c'est pas un miracle particulier, quoi. Enfin, Très bien. Je peux essayer de recréer un peu l'esthétique par l'arrivée d'autres bugs, Quadrilla, etc., de cette manière-là. Mais c'est tout ce que je peux faire pour avoir le même genre de choses. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que Sens n'a pas été écrit. Pas écrit pour la campagne principale, moi, ce que j'appelle la grande histoire. Je suis désolé de faire cette distinction entre la grande histoire et la petite histoire. Pour moi, les solos, c'est la petite histoire. Mais tu dis toi-même que ce qui est important dans Sens, c'est aussi la petite histoire dans la grande histoire. C'est ça. C'est l'aller-retour de Néant qu'on avait eu. C'est l'aller-retour, en fait. C'est l'aller-retour entre les deux qui est intéressant. Tu m'avais dit que ce que tu aimais bien dans Néant, c'est cet aspect-là où mais il va falloir que je batte mon maître choisir entre mon maître et mon amant. C'est ce genre de petites histoires-là dans la grande histoire qui sont intéressantes. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de Trip to Sky peut-être. Donc oui, effectivement. Et ce que je voulais dire... Attends, merde, j'ai perdu du coup. Ouais, je peux rebondir pour dire que, prie, Antoine, par exemple, moi, ma meilleure expérience de jeu de rôle de toute ma vie, c'était dans les solos de Sens. De toute ma vie, vraiment. Des moments incroyables, quoi. Alors pourquoi qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas, il y avait une sorte de fusion, on se comprenait dans le langage corporel, les attentes de l'un et de l'autre étaient comprises. Je sais pas, il y avait un truc qui se passait, il y avait vraiment un... ok. C'est difficile à décrire, et donc même à l'audio quand on le réécoute. Dans l'audio quand on le réécoute, ça passe très bien, mais il manque quand même le petit truc en plus. Donc, tu dirais qu'une des plus belles parties de Sens que tu aies jamais faites, c'était au cours d'un scénar solo? Ouais.
Il y a un scénario en particulier d'un joueur bug qui se bat dans l'arène du vaniteux. Voilà. Ça sera expliqué dans les podcasts de la Citadelle. Et il y a un solo aussi où le bug qui se transforme en quadrilla entend Graveur dans son oreille avec des... Et j'avais fait une liste de fichiers audio. Et il avait un casque où il entendait Graveur parler. Oh là là là. Et ça, c'était incroyable, quoi, à jouer. Ouais. T'as l'air de mettre en place plein de techniques pour Sens, qu'on a l'air complètement Ouais, fou. après, t'es épuisé, quoi. T'as 2 tablettes. Alors que les tablettes sont interdites autour d'une partie de Sens, voyons. Ah bon? Et les Non, téléphones non, aussi. non, C'est voyons. écrit dans... C'est écrit dans les règles du jeu, en théorie. Ouais, enfin bon, bref. C'est un peu un troll. Merci Antoine, merci François, merci Alice Merci à pour toi. ce retour d'expérience sur les scénarios solo. La conclusion, Antoine l'a distillé tout au long de ce podcast, n'est pas un secret. Faites des solos. Voilà. Exactement. Merci à tous et à toutes, portez-vous bien et surtout jouez bien. C'est ça qui compte.